Les premières lueurs de l'aube caressaient doucement les rideaux de soie ivoire de la chambre à coucher, mais Éléonore Delaunay ne dormait plus depuis des heures. Allongée sur le côté gauche du lit king size, elle observait les reflets dorés qui dansaient sur le plafond orné de moulures anciennes. À ses côtés, l'autre moitié du matelas demeurait parfaitement intacte, froide comme tous les matins depuis 4 longues années. Bastien Morel était déjà parti, comme toujours. Éléonore referma les yeux, tentant de repousser cette sensation familière d'abandon qui l'étreignait chaque réveil. Dans cette somptueuse demeure du 16e arrondissement parisien, aux murs ornés de tableaux de maîtres et au sol recouvert de marbre italien, elle se sentait plus seule qu'une âme perdue dans les méandres du métro. Un léger parfum de bergamote flottait encore dans l'air, la signature olfactive de son époux, vestige de son passage matinal furtif. Elle connaissait sa routine par cœur. Réveil à 5h30, douche rapide, costume impeccablement taillé, et départ vers ses bureaux de la Défense avant même que Paris ne s'éveille vraiment. 4 ans, songea-t-elle en se redressant lentement. 4 années d'un mariage qui ressemblait davantage à une cohabitation polie entre 2 étrangers qu'à une union sacrée. Leur conversation se limitait aux politesses d'usage. Bonjour, bonne journée. Le dîner était délicieux, quand ils partageaient encore leur repas. Éléonore se dirigea vers la fenêtre panoramique qui donnait sur les jardins parfaitement entretenus de leur propriété. Les jardiniers étaient déjà à l'œuvre, taillant avec précision chaque buisson, chaque rosier, dans une chorégraphie millimétrique qui reflétait parfaitement leur existence. Tout était en ordre, tout était beau, mais rien n'était vivant. « Madame Morel, votre petit déjeuner est servi », annonça discrètement Marguerite, la gouvernante, depuis le seuil de la chambre. « Merci, Marguerite. Je descends dans quelques minutes. » Madame Morel, ce nom qui lui collait à la peau comme un costume mal ajusté. Éléonore Delaunay avait disparu le jour de leur mariage, remplacée par cette version fantôme d'elle-même, cette épouse modèle qui souriait lors des galas de charité et se tenait élégamment au bras de son mari lors des événements mondains. En descendant le grand escalier de marbre, ses pas résonnaient dans le silence cathédral de la demeure. Les portraits des ancêtres de Bastien la regardaient de haut, leurs visages sévères semblant la juger en permanence. Elle avait souvent l'impression d'être une intruse dans cette maison, une invitée temporaire qui avait oublié de partir. La salle à manger, avec sa table pouvant accueillir 20 convives, lui parut encore plus vaste ce matin-là. Son couvert était dressé à une extrémité, celui de Bastien à l'autre bout, une distance qui symbolisait parfaitement leur relation. « Monsieur est parti très tôt ce matin », informa Marguerite en servant le thé Earl Grey dans la tasse de porcelaine de Limoges. « Il a laissé un message. Il rentrera tard ce soir, réunion importante avec les investisseurs japonais. » Éléonore hocha la tête, s'efforçant de masquer sa déception. Une de plus. Ces derniers mois, les réunions importantes et les voyages d'affaires urgents se multipliaient. Bastien fuyait-il quelque chose? Ou quelqu'un? Elle repensa à leur rencontre, 5 ans plus tôt, lors d'un dîner organisé par son père, Auguste Delaunay, magnate de l'immobilier de luxe. Bastien venait de reprendre l'empire familial suite au décès de son père, et les 2 hommes voyaient dans cette union une opportunité stratégique parfaite. 2 fortunes qui s'unissaient, 2 noms prestigieux qui se consolidaient. À l'époque, Éléonore venait de terminer ses études en histoire de l'art à la Sorbonne. Elle rêvait de voyages, d'expositions, de découvertes culturelles. Elle avait des projets, des ambitions, une soif de vivre qui débordait de ses yeux noisettes. Bastien, lui, l'avait écouté parler de ses passions avec une attention polie mais distante. Il acquiesçait, souriait au bon moment, mais elle avait rapidement compris qu'il ne la voyait pas vraiment. Leur mariage avait été somptueux, digne des pages de Vogue. Robe de Dior, réception au château de Versailles, 300 invités triés sur le volet. Tout le monde avait parlé de l'événement de l'année. Mais dans toute cette splendeur, personne n'avait remarqué le regard vide de la mariée, ni la façon dont le marié évitait soigneusement ses yeux lors de l'échange des vœux. La nuit de noces avait été un fiasco silencieux. Bastien avait prétexté la fatigue et s'était endormi dans la suite adjacente. Éléonore avait attendu, en nuisette de soie blanche, que son époux vienne la rejoindre. Il n'était jamais venu. Depuis, leur nuit suivait le même rituel. Ils dormaient dans le même lit, mais à des années-lumière l'un de l'autre. Jamais un baiser, jamais une caresse, jamais même un regard qui durerait plus de quelques secondes. Éléonore était devenue experte dans l'art de faire semblant, souriant lors des événements publics, jouant à la perfection son rôle d'épouse comblée. Mais ce matin-là, quelque chose était différent.
En regardant son reflet dans le miroir ancien qui ornait le mur de la salle à manger, elle ne reconnut pas la femme qui lui faisait face. Où était passée Éléonore Delaunay, la jeune femme passionnée qui dévorait les livres d'art et rêvait de parcourir les musées du monde entier? « Marguerite » appela-t-elle soudainement, sa voix résonnant avec une fermeté nouvelle. « Oui, madame? Pouvez-vous demander à monsieur Morel de me rappeler dès que possible? J'aimerais lui parler. » La gouvernante acquiesça, surprise par le ton déterminé de sa patronne. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose avait changé dans le regard d'Éléonore. Une étincelle s'était rallumée, fragile mais bien réelle. Éléonore termina son thé en silence, mais son esprit bouillonnait. 4 années, c'était assez. Elle avait 27 ans, toute la vie devant elle, et elle refusait de la gaspiller dans cette prison dorée. Il était temps de reprendre le contrôle de son existence, même si cela signifiait tout détruire. Pour la première fois depuis son mariage, Éléonore Delaunay était prête à se battre pour redevenir elle-même. Bastien Morel n'avait pas l'habitude qu'on interrompe ses réunions. Quand sa secrétaire, Véronique, frappa discrètement à la porte de son bureau au 42e étage de la tour Morel & Associés, il leva à peine les yeux des documents étalés devant lui. « Monsieur Morel, votre épouse souhaite vous parler. Elle a insisté pour que ce soit urgent. » Les mots résonnèrent étrangement dans l'esprit de Bastien. Éléonore n'appelait jamais au bureau. En 4 ans, elle s'était contentée de leur routine silencieuse, acceptant ses absences prolongées sans jamais protester. Elle était l'épouse parfaite, belle, discrète, et surtout silencieuse. « Passez-la-moi, » dit-il après un moment d'hésitation, congédiant d'un geste ses associés qui quittèrent la pièce avec leur dossier. Le téléphone sonna une fois avant qu'il ne décroche. « Éléonore » Bastien. Sa voix était différente, plus ferme qu'à l'ordinaire. « Il faut que nous parlions, ce soir après ton retour. » Un silence pesant s'installa. Bastien observait Paris qui s'étendait à ses pieds, cette ville qu'il dominait depuis son empire de verre et d'acier, mais qui semblait soudain lui échapper. De quoi s'agit-il? De nous, de ce simulacre qu'on appelle notre mariage. Les mots claquèrent, comme un fouet. Bastien sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine, une sensation qu'il avait appris à enfouir depuis des années. « Éléonore, je ne pense pas que ce soit le moment. » « Alors quand, Bastien? Dans 1 an? Dans 10 ans? Quand auras-tu enfin le temps pour ta propre épouse ?» La ligne grésilla quelques secondes. Bastien serra le combiné, cherchant ses mots. Depuis quand Éléonore avait-elle retrouvé sa voix? Depuis quand osait-elle le défier? « Très bien, je rentrerai plus tôt ce soir, nous parlerons. »« Merci. » Elle raccrocha sans ajouter un mot. Bastien fixa le téléphone pendant de longues minutes, troublé par cette conversation inattendue. Quelque chose avait changé dans la voix de sa femme, quelque chose qui réveillait en lui des émotions qu'il préférait garder enfouies. Éléonore passa l'après-midi dans une agitation fébrile. Elle avait répété 100 fois ce qu'elle allait lui dire, mais maintenant que le moment approchait, ses mains tremblaient légèrement. Dans leur salon aux dimensions cathédraliques, elle faisait les 100 pas sur le tapis persan, répétant mentalement ses arguments. Elle avait changé de tenue 3 fois avant d'opter pour une robe simple en cachemire bleu marine, celle qu'elle portait lors de leur première rencontre quand elle croyait encore aux contes de fées. Un symbole de ce qu'ils auraient pu être. Le bruit de la clé dans la serrure la fit sursauter. Il était 19h30, la première fois en des mois qu'il rentrait avant 21h. Bastien apparut dans l'encadrement du salon, sa silhouette imposante se découpant contre la lumière dorée du couloir. À 32 ans, il était indéniablement beau. 1,80 m, des cheveux châtains foncés toujours parfaitement coiffés, des yeux gris acier qui semblaient pouvoir percer n'importe quel secret. Mais ce soir, quelque chose dans son expression était différent, plus tendu, plus vulnérable peut-être. « Tu voulais me parler » dit-il en défaisant sa cravate Hermès d'un geste las. Éléonore hocha la tête, rassemblant tout son courage. « Assieds-toi, s'il te plaît. » Il obéit, prenant place dans le fauteuil en cuir bordeaux qui lui était habituellement réservé. Elle resta debout, ayant besoin de cette position dominante pour ne pas flancher. « Bastien, je veux le divorce. » Les mots tombèrent dans le silence, comme des pierres dans un étang. L'impact fut immédiat. Elle vit ses mâchoires se crisper, ses mains se fermer lentement sur les accoudoirs du fauteuil. « Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as très bien entendu. Je veux divorcer. » Il se leva d'un bond, ses yeux gris étincelant d'une colère froide. « C'est ridicule. Tu as tout ce qu'une femme peut désirer, cette maison, les bijoux, les voyages, la sécurité. Tout, sauf un mari, » coupa-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Tout, sauf l'amour. Tout, sauf une vraie vie. Bastien commença à faire les 100 pas, sa prestance habituelle vacillant pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. « Éléonore,
Sois raisonnable. Nous avons un arrangement qui fonctionne parfaitement depuis 4 ans. Pour qui? Pour toi, certainement. Tu as une épouse décorative qui ne te dérange jamais, qui sourit lors de tes réceptions d'affaires et qui ne pose pas de questions sur tes retards de plus en plus fréquents. Que veux-tu insinuer? Rien du tout. Je constate simplement que tu fuis cette maison comme la peste, que tu évites ma présence comme si j'étais contagieuse. Bastien s'immobilisa, lui faisant face. Pour la première fois en 4 ans, il la regarda vraiment, et ce qu'il vit dans ses yeux noisettes le troubla profondément. Il y avait de la douleur, oui, mais aussi une détermination nouvelle qui le déstabilisait. « Tu ne peux pas divorcer », dit-il finalement, sa voix plus sourde. « Et pourquoi donc? Parce que nos familles... » « Nos familles, explosa-t-elle. « Toujours nos familles. Et nous, Bastien, que faisons-nous de nous? J'ai 27 ans, j'ai des rêves, des envies, des projets. Je veux reprendre mes études, voyager, découvrir le monde. Je veux me sentir vivante. Tu peux faire tout cela en restant ma femme. Vraiment? Quand? Entre tes réunions et tes voyages d'affaires? En attendant que tu rentres, si tu rentres? En faisant semblant d'être heureuse lors de tes galas mondains? » Bastien la fixa intensément, comme s'il la voyait pour la première fois. Cette femme qui lui tenait tête, qui osait élever la voix, qui réclamait sa liberté, ce n'était plus la jeune femme docile qu'il avait épousée. Éléonore, sa voix s'était adoucie, presque suppliante. Nous pouvons arranger les choses. Nous pouvons? Quoi? Faire semblant encore plus longtemps? Bastien, regarde-nous. Vraiment, regarde-nous. Quand as-tu eu une vraie conversation avec moi pour la dernière fois? Quand m'as-tu demandé comment j'allais, ce que je ressentais, ce qui me rendait heureuse ou malheureuse? Il ouvrit la bouche puis la referma, incapable de répondre. Tu vois, tu ne sais même pas qui je suis devenue. Et moi, je me suis perdue, en essayant d'être la femme que tu voulais que je sois. Une femme invisible. Je ne veux pas te perdre, murmura-t-il soudain, et ses mots sortirent de sa bouche comme un aveu arraché. Éléonore se figea, surprise par la vulnérabilité qu'elle perçut dans sa voix. Mais tu ne m'as jamais eu, Bastien. Comment peux-tu perdre quelque chose que tu n'as jamais possédé? Le silence qui suivit fut assourdissant. Dans cette pièce luxueuse, entre ces deux êtres qui partageaient un nom, mais rien d'autre, quelque chose venait de se briser définitivement. Ou peut-être, pour la première fois, quelque chose commençait-il enfin à naître. Bastien la regardait avec des yeux qu'elle ne lui connaissait pas, comme si un voile venait de tomber. Et Éléonore, pour la première fois en 4 ans, se sentait enfin vue. Cette nuit-là, Bastien ne ferma pas l'œil. Allongé dans le lit conjugal, il contemplait le plafond orné tandis qu'à ses côtés, Éléonore dormait tournée vers la fenêtre, lui offrant seulement la courbe gracieuse de son dos. Pour la première fois en 4 ans, il la regardait vraiment dormir. Ses cheveux châtains cascadaient sur l'oreiller en soie, et il eut soudain l'envie troublante d'y glisser ses doigts. Quand avait-il cessé de la voir? Quand cette femme magnifique était-elle devenue invisible à ses yeux? Les mots d'Éléonore résonnaient encore dans sa tête. « Tu ne m'as jamais eu, Bastien. » Comment peux-tu perdre quelque chose que tu n'as jamais possédé? À 5 heures du matin, incapable de supporter davantage cette torture silencieuse, il se leva et descendit dans son bureau. Les murs lambrissés étaient recouverts de diplômes, de récompenses, de photos le montrant serrant la main de personnalités influentes. Sa réussite professionnelle étalée comme des trophées. Mais ce matin, tout cela lui semblait creux, dénué de sens. Il ouvrit le tiroir secret de son bureau et en sortit une photo qu'il n'avait pas regardée depuis des années. Éléonore le jour de leur fiançailles, radieuse dans sa robe blanche, ses yeux pétillants de joie et d'espoir. Cette lueur dans son regard, quand l'avait-il vue s'éteindre? Un coup discret à la porte l'interrompit dans ses pensées. Marguerite apparut avec un plateau. « Monsieur dort mal ces derniers temps. » Bastien rangea précipitamment la photo. « Préparez-moi mon petit déjeuner dans 15 minutes. » Et Marguerite? « Oui, monsieur. Madame Éléonore. Comment va-t-elle? Je veux dire, ces derniers mois ?» La gouvernante, qui travaillait pour les Morel depuis 20 ans, hésita visiblement. Ses rides d'expression se creusèrent davantage. « Puis-je parler librement, monsieur ?» Bastien hocha la tête, soudain anxieux de ce qu'il allait entendre. « Madame Éléonore, elle n'est plus la même depuis longtemps. Elle passe des heures dans la bibliothèque à regarder des livres d'art qu'elle ne lit plus. Parfois, je la trouve au piano, les mains posées sur les touches, mais elle ne joue jamais. Elle regarde souvent par la fenêtre, comme si elle attendait quelque chose, ou quelqu'un. » Chaque mot frappa Bastien comme une gifle. Éléonore jouait du piano? Il l'ignorait complètement. « Depuis quand ne joue-t-elle plus? »« Depuis votre lune de miel, monsieur. Elle a arrêté le lendemain de votre retour. » Bastien ferma les yeux accablé.
Leur lune de miel en Italie avait été un désastre silencieux. Ils avaient visité Florence et Rome comme deux étrangers polis, Bastien répondant constamment à ses appels professionnels, Éléonore s'effaçant un peu plus chaque jour. Autre chose, Marguerite? Elle ne mange presque plus depuis quelques semaines, et elle pleure, monsieur, souvent, quand elle pense que personne ne la voit. Ces révélations lui tordèrent le ventre. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Éléonore se réveilla seule, comme chaque matin depuis 4 ans. Mais aujourd'hui, le silence lui sembla différent, chargé des mots de la veille. Elle descendit à la salle à manger et fut surprise d'y trouver Bastien, encore en pyjama, une tasse de café à la main. « Tu ne vas pas au bureau ?» demanda-t-elle, déstabilisée par cette entorse à sa routine habituelle. « J'ai annulé mes rendez-vous de la matinée. » Il la regardait intensément, et elle ressentit un frisson inhabituel sous ce regard nouveau. « Éléonore, assieds-toi, s'il te plaît. » Elle obéit, méfiante. Bastien sembla lutter contre lui-même avant de parler. « Tu as dit hier que je ne te connaissais pas. Tu as raison, mais j'aimerais te connaître, vraiment te connaître. » « Bastien, non, laisse-moi finir. » Il posa sa tasse et se pencha vers elle. « Parle-moi de tes rêves, de tes projets abandonnés, de ce qui te rendait heureuse avant que je ne gâche tout. » Éléonore le dévisagea, cherchant le piège dans ses paroles, mais elle ne trouva que de la sincérité dans ses yeux gris. « Pourquoi maintenant? Pourquoi quand je te dis que je veux partir? » « Parce que... » Il hésita, passa une main dans ses cheveux. « Parce que hier soir, tu as dit quelque chose qui m'a réveillé. Tu as dit que tu te sentais invisible. Et j'ai réalisé que j'étais invisible moi aussi. Pas pour les autres, mais pour moi-même. Qu'est-ce que tu veux dire? » Bastien se leva et marcha vers la fenêtre, lui tournant le dos. « Mon père est mort quand j'avais 24 ans. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé à la tête d'un empire que je ne contrôlais pas. Tout le monde attendait que je m'effondre, que je échoue. Alors j'ai construit des murs, autour de moi, autour de mes émotions. Je suis devenu cette version froide et parfaite de moi-même parce que c'était la seule façon de survivre. » Il se retourna vers elle, et Éléonore fut saisie par la vulnérabilité qu'elle lut sur son visage. « Mais en construisant ces murs, j'ai enfermé tout ce qui comptait vraiment, y compris toi. Bastien, tu m'as demandé quand j'avais eu une vraie conversation avec toi pour la dernière fois. La vérité? Jamais. Parce que je n'ai jamais eu de vraie conversation avec personne depuis la mort de mon père. J'ai oublié comment on fait. » Le silence s'installa, mais il était différent de leurs silences habituels, moins oppressant, chargé de possibilités nouvelles. « Alors apprends, » murmura finalement Éléonore. « Apprends-moi qui tu es vraiment, sous ce masque parfait. Et peut-être que moi je pourrais te montrer qui j'étais avant de devenir cette femme fantôme. » Pour la première fois depuis leur mariage, leurs regards se soudèrent vraiment. Et dans cet instant suspendu, quelque chose de fragile mais de réel commença à naître entre eux. « Éléonore, accepterais-tu de me donner une chance? Une vraie chance. » Elle le regarda longuement, son cœur battant la chamade. 4 ans de solitude, de silence, de blessures, mais aussi, peut-être, la promesse d'un nouveau commencement. « Une seule, » dit-elle finalement. « Une seule chance, Bastien. Mais si tu me fais encore disparaître, si tu me rends encore invisible, je partirai. Et cette fois, rien ne me fera revenir. » Il hocha la tête, conscient de l'énormité de l'engagement qu'il prenait. « Une seule chance, » répéta-t-il. « Je te le promets. » Pour la première fois en 4 ans, ils terminèrent leur petit déjeuner ensemble, échangeant des regards timides mais pleins d'espoir. À l'extérieur, Paris s'éveillait doucement, et avec elle, peut-être, leur histoire d'amour. Mais le chemin vers la rédemption serait semé d'embûches, et ils étaient loin d'imaginer les épreuves qui les attendaient. Les jours suivants prirent une couleur différente dans la demeure Morel. Pour la première fois depuis leur mariage, Bastien rentrait avant 20 heures et trouvait Éléonore l'attendant au salon. Leur conversation, d'abord maladroite, commençait à révéler des fragments de leur vraie personnalité. Ce mercredi soir, Éléonore l'attendait avec un livre ouvert sur les genoux, un ouvrage sur l'art de la Renaissance qu'elle avait ressorti de la bibliothèque. Bastien la découvrit ainsi, concentrée, une mèche de cheveux tombant sur son visage qu'elle repoussait machinalement. « Qu'est-ce que tu lis ?» demanda-t-il en s'asseyant en face d'elle, abandonnant pour une fois son fauteuil habituel. Éléonore leva les yeux, surprise par cette proximité nouvelle. « Un livre sur Michel-Ange. Je préparais ma thèse sur lui avant... » Elle laissa sa phrase en suspens. « Avant notre mariage, » compléta-t-il doucement. « Oui. » Bastien observa la couverture du livre, remarquant les pages cornées, les annotations dans les marges. « Tu avais commencé une thèse ? Presque terminée, sur l'influence de la spiritualité dans l'œuvre de Michel-Ange. » Ses yeux s'illuminèrent légèrement. « J'avais même obtenu une bourse pour faire des recherches à Rome. »« Et tu as tout abandonné ?»
Le silence qui suivit fut lourd de reproches non formulés. Éléonore referma le livre lentement. « Mon père pensait qu'une épouse de ta stature n'avait pas besoin de diplôme supplémentaire, que cela ferait désordonné. » Bastien sentit une colère sourde monter en lui, pas contre Éléonore, mais contre lui-même, contre Auguste Delaunay, contre ce système qui avait brisé les rêves de sa femme. « Tu pourrais reprendre, » dit-il impulsivement. « Bastien, non sérieusement, tu pourrais terminer ta thèse. Je pourrais t'aider, organiser des voyages à Rome si nécessaire. » Éléonore le regarda avec un mélange d'espoir et de méfiance. « Pourquoi ferais-tu cela ?»« Parce que... » Il chercha ses mots. « Parce que j'ai envie de voir tes yeux s'illuminer comme maintenant quand tu parles de Michel-Ange. » Un sourire timide apparut sur les lèvres d'Éléonore, le premier vrai sourire qu'elle lui accordait depuis des années. Le samedi suivant, Bastien fit quelque chose d'impensable. Il annula son golf hebdomadaire avec ses associés et proposa à Éléonore de visiter le Louvre ensemble. « Le Louvre ?» répéta-t-elle incrédule. « Tu pourrais me montrer ce que tu vois dans ces tableaux, m'expliquer ce que je rate quand je les regarde. » Dans les couloirs du musée, Éléonore se transforma. Sa posture changea, sa voix prit de l'assurance, ses gestes devinrent plus expressifs. Devant la Joconde, elle lui expliqua les techniques de sfumato de Léonard de Vinci. Face aux toiles de Delacroix, elle lui raconta l'histoire du romantisme français. Bastien l'écoutait, fasciné. Cette femme passionnée, érudite, vibrante de vie. C'était donc cela qu'il avait épousée. Cette femme extraordinaire qu'il avait réduite au silence pendant 4 ans. « Tu es brillante, » dit-il soudain, devant une statue grecque qu'Éléonore venait de lui présenter. Elle rougit légèrement, peu habituée aux compliments. « J'aime juste comprendre, découvrir les histoires derrière les œuvres. Raconte-moi l'histoire de cette statue. » Éléonore lui parla d'Aphrodite, de l'amour et de la beauté dans la mythologie grecque. Mais en l'écoutant, Bastien ne pensait qu'à une chose, comme elle était belle quand elle était passionnée. Au café du musée, ils partagèrent un moment de complicité nouvelle. Éléonore riait à une anecdote que Bastien racontait sur ses débuts catastrophiques à la tête de l'entreprise familiale. « Je croyais que tu étais né avec un costume-cravate, » plaisanta-t-elle. « Détrompe-toi. J'ai failli faire faillite 3 fois la première année. » « Vraiment ? Mon père dirigeait tout de façon très intuitive. Quand il est mort, j'ai découvert que la moitié des contrats n'étaient validés que par sa parole. J'ai passé des nuits entières à tout restructurer. » Éléonore l'observait avec attention. Pour la première fois, elle voyait l'homme derrière le masque du PDG impeccable. « Tu n'as jamais pensé à faire autre chose ?» Bastien marqua une pause, son café à mi-chemin de ses lèvres. « Si, j'aurais voulu être architecte, construire des maisons, pas des empires financiers. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Le devoir, la famille, les responsabilités. » Il sourit amèrement. « Les mêmes raisons pour lesquelles tu as abandonné ta thèse, finalement. » Un silence complice s'installa entre eux. Pour la première fois, ils se reconnaissaient dans leurs sacrifices respectifs. Le soir même, ils dînèrent ensemble pour la première fois depuis des mois. Marguerite avait préparé un repas simple, du saumon grillé et des légumes de saison, et avait dressé la table pour 2, face à face, abandonnant l'immense table de vin couvert. « C'est agréable, » murmura Éléonore en regardant la table intimiste. « Oui, plus humain. » Ils parlèrent de tout et de rien, de livres, de voyages qu'ils aimeraient en faire, de leurs souvenirs d'enfance. Bastien découvrit qu'Éléonore avait grandi dans une maison pleine de musique, que sa mère lui avait appris le piano dès l'âge de 5 ans. « Tu joues toujours ?» demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse grâce à Marguerite. Éléonore secoua la tête. « Plus depuis longtemps. »« Pourquoi ?» Elle hésita, puis décida d'être honnête. « Parce que la musique a besoin d'être partagée pour avoir un sens, et je n'avais personne avec qui la partager. » Bastien sentit son cœur se serrer. Encore une blessure qu'il avait causée sans même s'en rendre compte. « Tu pourrais me jouer quelque chose? Un jour ?» Éléonore le regarda, surprise par la douceur de sa demande. « Peut-être, si tu en as vraiment envie. »« J'en ai envie. » Après le dîner, ils se retrouvèrent au salon. L'atmosphère était différente, moins tendue, presque intime. Bastien remarqua qu'Éléonore avait changé sa façon de s'habiller. Au lieu de ses éternelles robes sombres et strictes, elle portait une robe fluide, couleur crème, qui révélait sa féminité naturelle. « Éléonore ? Oui, merci pour aujourd'hui, pour m'avoir montré le Louvre, pour m'avoir montré qui tu es vraiment. » Elle sourit, et ce sourire réchauffa quelque chose dans la poitrine de Bastien. « Merci à toi de m'avoir écouté. » Ils se trouvaient plus près l'un de l'autre qu'ils ne l'avaient été depuis des années. Bastien eut soudain l'envie folle de la toucher, de caresser cette mèche rebelle qui tombait sur son front. Mais il se retint,
conscient de la fragilité de ce moment. « Bonne nuit, Éléonore. Bonne nuit, Bastien. » Pour la première fois depuis leur mariage, ils montèrent à se coucher ensemble, côte à côte dans l'escalier, et Bastien eut l'impression qu'ils avançaient vers quelque chose de nouveau, de précieux et de terriblement fragile. Cette nuit-là, allongés dans le même lit mais sans se toucher, ils s'endormirent avec un sourire aux lèvres. L'espoir, timidement, revenait dans leur vie. 3 semaines s'étaient écoulées depuis leur rapprochement, 3 semaines où Éléonore avait recommencé à croire en l'impossible. Bastien rentrait chaque soir, ils dînaient ensemble, partageaient leur lecture. Elle avait même recommencé à jouer du piano le dimanche matin quand elle pensait qu'il dormait encore. Mais Bastien l'écoutait en secret depuis le couloir, bouleversé par la mélodie de Chopin qui résonnait dans la maison silencieuse. Ce mardi matin, Éléonore se préparait pour son premier cours à la Sorbonne depuis 4 ans. Bastien avait tenu promesse. Il avait contacté son ancien directeur de thèse, le professeur Laurent Dubois, qui avait accepté avec enthousiasme de l'accompagner dans la finalisation de ses recherches. « Tu es nerveuse ?» demanda Bastien en ajustant sa cravate dans le miroir de leur chambre. Éléonore lissa sa jupe d'une main tremblante. « Terrifiée, avoua-t-elle. Et si j'avais tout oublié? Et si je n'étais plus capable ?» Bastien s'approcha d'elle et pour la première fois depuis des années, posa délicatement ses mains sur ses épaules. Le contact les fit frémir tous les deux. « Tu es la femme la plus intelligente que je connaisse, » dit-il doucement. « Tu vas les éblouir. » Leurs regards se croisèrent dans le miroir et Éléonore sentit son cœur s'emballer. Depuis quand ne l'avait-il pas touchée ainsi? Depuis quand n'avait-elle pas ressenti cette chaleur dans son ventre? « Bastien ?» Le moment fut interrompu par la sonnerie de son téléphone. Il soupira et s'écarta pour répondre. « Morel, j'écoute. »« Quoi? Maintenant? Mais c'est impossible, j'ai... » Il jeta un coup d'œil à Éléonore qui l'observait, déçu. « D'accord, j'arrive. » Il raccrocha, visiblement contrarié. « Je suis désolé, il y a une crise avec les investisseurs japonais. Je ne pourrai pas t'accompagner à la Sorbonne comme prévu. »« Ce n'est pas grave, » mentit Éléonore, tentant de masquer sa déception. « Si, c'est grave. Je t'avais promis. »« Bastien, va-y. Les affaires avant tout, n'est-ce pas ?» Il y eut comme un écho amer dans sa voix qui lui glaça le sang. Cette phrase, cette résignation, c'était exactement ce qu'il essayait de changer. « Éléonore, ce n'est pas ce que tu crois. Vraiment. Alors reste. » Le silence s'installa, lourd de tension. Bastien regardait alternativement son téléphone qui bipait sans cesse et le visage fermé de sa femme. « Je ne peux pas. Cette réunion détermine l'avenir de ton empire. Je sais. » Éléonore ramassa son sac et se dirigea vers la porte. « Certaines choses ne changent jamais, Bastien. » À la Sorbonne, Éléonore tenta de se concentrer sur les explications du professeur Dubois, mais l'amertume de la matinée l'empêchait de se concentrer pleinement. Laurent Dubois, la soixantaine élégante et les cheveux grisonnants, remarqua sa distraction. « Éléonore, vous semblez préoccupée. »« Excusez-moi, professeur. C'est juste difficile de revenir après tant d'années. Je comprends. Mais vos anciennes recherches étaient remarquables. Votre analyse de la spiritualité dans la Pietà était particulièrement brillante. » Un sourire timide éclaira le visage d'Éléonore. Elle avait oublié comme c'était bon d'être reconnue pour son intelligence. « Merci. J'aimerais reprendre là où je me suis arrêté. »« Parfait. Et puis-je me permettre de dire que le mariage vous a réussi? Vous êtes encore plus belle qu'avant. » Éléonore rougit légèrement. Cela faisait si longtemps qu'un homme lui faisait un compliment. « Professeur. »« Appelez-moi Laurent, voyons. Nous ne sommes plus professeurs et étudiantes, mais collègues maintenant. » Ils passèrent l'après-midi à réviser ses anciens travaux. Laurent était attentionné, encourageant et surtout, il l'écoutait vraiment. Quand elle parlait de ses théories sur l'art religieux, ses yeux brillaient d'admiration intellectuelle. « Accepteriez-vous de dîner avec moi pour continuer cette discussion ?» proposa-t-il en fin d'après-midi. « Je connais un petit restaurant près du Panthéon où nous pourrions parler tranquillement. » Éléonore hésita. Elle n'avait pas dîné seule avec un autre homme depuis son mariage. « Je ne sais pas si... »« En collègue, bien sûr. » Pour discuter de votre thèse. Bastien rentra vers 22 heures, épuisé par une journée de négociations tendues. La maison était plongée dans l'obscurité. Marguerite l'informa qu'Éléonore n'était pas encore rentrée. Comment ça, pas rentrée? Elle a téléphoné vers 19 heures pour dire qu'elle dînerait à l'extérieur. Une pointe d'inquiétude, mêlée d'une émotion qu'il ne voulait pas nommer, s'empara de lui. Éléonore ne sortait jamais seule le soir. Il l'attendit au salon tentant de lire, mais les mots dansaient devant ses yeux. Vers 23h30, il entendit enfin la clé dans la serrure. Éléonore apparut dans l'encadrement du salon, ses joues légèrement rosées par le froid de novembre. « Tu m'attendais »
demanda-t-elle, surprise de le trouver encore éveillé. « Où étais-tu » Le ton était plus sec qu'il ne l'aurait voulu. Éléonore fronça les sourcils. « À la Sorbonne, puis au restaurant, avec mon directeur de thèse. Jusqu'à 7 heures. Nous discutions de mes recherches. Laurent, le professeur Dubois, pense que je peux terminer ma thèse en 6 mois si je m'y consacre pleinement. » Laurent? Il y avait quelque chose dans la façon dont elle avait prononcé ce prénom qui déplut profondément à Bastien. Oui, Laurent Dubois, mon ancien professeur, tu te souviens? Celui que tu as contacté. Et il était nécessaire de dîner avec lui. Éléonore le dévisagea, incrédule. « Bastien, qu'est-ce qui te prend? Tu sembles jaloux ?» Le mot tomba entre eux comme une bombe. Bastien se leva brusquement, marchant vers la fenêtre. « Je ne suis pas jaloux. Je m'inquiète juste de te savoir seul dehors si tard. Comme tu t'es inquiété ce matin quand tu m'as abandonné pour tes investisseurs ?» Il se retourna vers elle, ses yeux gris étincelants de colère, et d'autres choses qu'elle ne parvenait pas à identifier. « C'est différent. »« En quoi? Tu peux me laisser tomber pour ton travail, mais moi je ne peux pas avoir de vie intellectuelle? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors qu'est-ce que tu dis, Bastien? Parce que franchement, je ne te comprends plus. » Il s'approcha d'elle, et elle vit dans ses yeux une intensité nouvelle, troublante. « Ce que je dis, » sa voix était devenue rauque, « c'est que l'idée de te savoir avec un autre homme me rend fou. » Éléonore sentit son souffle se couper. « Bastien, tu veux savoir pourquoi j'ai fui pendant 4 ans? Pourquoi je n'osais pas te regarder? Pourquoi je dormais dans le bureau certaines nuits? » Elle hocha la tête, hypnotisée par l'émotion brute qu'elle lisait sur son visage. « Parce que j'avais peur. Peur de ce que tu me faisais ressentir, peur de perdre le contrôle, peur de t'aimer et que tu ne m'aimes jamais en retour. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Éléonore le regardait, bouche bée, ne sachant que dire face à cette confession inattendue. « Tu m'aimes » murmura-t-elle finalement. Bastien ferma les yeux, comme s'il venait de révéler son plus grand secret. « Depuis le premier jour, depuis cette soirée chez ton père où tu parlais d'art avec tant de passion, mais je ne savais pas comment te le dire, je ne savais même pas comment me l'avouer à moi-même. » Éléonore sentit les larmes monter à ses yeux. 4 années de solitude, de silence, de malentendus, tout cela parce qu'ils avaient eu peur l'un de l'autre. « Bastien, » sa voix n'était plus qu'un souffle. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que tu méritais mieux qu'un homme brisé qui ne savait même pas comment aimer. » Il se dirigea vers la porte, mais elle l'arrêta. « Et maintenant? Tu sais maintenant ?» Il se retourna, et dans ses yeux, elle lut une vulnérabilité absolue. « Je veux apprendre, avec toi, si tu veux bien me montrer comment on fait. » Pour la première fois en 4 ans, Éléonore eut envie de courir vers lui, de le prendre dans ses bras, de lui dire qu'elle aussi l'aimait. Mais quelque chose la retenait encore, une barrière invisible, mais bien réelle. « C'est compliqué, Bastien. Je sais. Mais dis-moi au moins, ai-je encore une chance ?» Elle le regarda longuement, cet homme qui venait de mettre son cœur à nu, et sentit le sien vaciller dangereusement. « Peut-être, » murmura-t-elle, « peut-être. » Cette nuit-là, ils se couchèrent dans le même lit, plus proches qu'ils ne l'avaient jamais été, mais sans se toucher. Entre eux flottait désormais la promesse d'un amour avoué, fragile et naissant, qui changerait tout. Les jours qui suivirent l'aveu de Bastien furent étranges, chargés d'une électricité nouvelle qui rendait chaque regard, chaque effleurement accidentel, chaque silence lourd de sens. Éléonore se surprenait à l'observer à la dérobée pendant leur dîner, tentant de déceler dans ses gestes, dans ses expressions, les traces de cet amour qu'il lui avait confessé. Bastien, de son côté, semblait différent, plus attentif encore, mais aussi plus vulnérable, comme s'il avait ôté une armure qu'il portait depuis des années. Il lui apportait son thé le matin sans qu'elle le demande, remarquait quand elle changeait de coiffure, posait des questions sur l'avancement de sa thèse avec un intérêt sincère. Ce vendredi soir, Éléonore l'attendait au salon, un livre fermé sur ses genoux. Elle avait pris une décision qui lui nouait l'estomac depuis des heures. « Bastien, » dit-elle quand il apparut dans l'encadrement de la porte, « il faut qu'on parle. » Il se figea, et elle vit une ombre d'inquiétude passer dans ses yeux gris. « Bien sûr. » Il s'assit en face d'elle, les mains jointes, attendant. « L'autre soir, tu m'as dit que tu m'aimais. »« Oui, mais moi, Bastien, je ne sais plus ce que c'est que d'aimer. Après 4 ans de silence, de distance, je ne sais même plus qui je suis quand je ne joue pas un rôle. » Il voulut l'interrompre, mais elle leva la main. « Laisse-moi finir. Tu me demandes si tu as encore une chance, mais la vraie question c'est, est-ce que j'ai encore la capacité d'aimer? Est-ce que je peux faire confiance à quelqu'un qui m'a rendu invisible pendant si longtemps ?» Bastien encaissa chaque mot comme un coup au cœur. « Tu as parfaitement le droit de douter, » dit-il doucement. « J'ai détruit tellement de choses entre nous. Ce n'est pas que je doute de toi, je doute de moi, de nous,
de ma capacité à croire en l'amour. Éléonore se leva et marcha vers la fenêtre, observant les lumières de Paris qui scintillaient dans la nuit. « Tu sais ce qui s'est passé hier à la Sorbonne ?» Bastien secoua la tête, redoutant ce qu'il allait entendre. Laurent m'a embrassé. Le silence qui suivit fut si lourd qu'Éléonore l'entendit retenir son souffle. « Et ?» demanda-t-il finalement, sa voix à peine audible. « Et je n'ai rien ressenti, rien du tout. » Elle se retourna vers lui. « Un homme intelligent, cultivé, qui me trouve belle et intéressante m'embrasse, et je reste de marbre. Tu réalises à quel point c'est terrifiant ?» Bastien se leva à son tour, s'approchant lentement d'elle. « Éléonore, j'ai peur d'être brisé, Bastien. Peur que ces 4 années m'aient rendu incapable de ressentir quoi que ce soit. Tu n'es pas brisé. Comment peux-tu en être si sûr ?» Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, si proche qu'elle pouvait sentir son souffle effleurer ses cheveux. « Parce que quand tu me regardes maintenant, tes yeux ne sont plus vides. Parce que quand tu souris, c'est un vrai sourire. Parce que quand tu parles de ta thèse, tu t'animes comme une flamme qu'on vient de rallumer. » Éléonore le regarda intensément, cherchant le mensonge dans ses paroles. « Et si ce n'était pas suffisant? Et si je ne pouvais jamais? Alors on attendra le temps qu'il faudra. »« Bastien, tu ne comprends pas. Je ne sais même pas ce que ça fait d'être vraiment désiré. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir envie de quelqu'un. » Cette confession lui échappa dans un souffle, et elle rougit violemment en réalisant ce qu'elle venait d'avouer. Bastien ferma les yeux, luttant contre l'émotion qui menaçait de le submerger. « Éléonore, est-ce que je peux te toucher ?» La question posée avec une douceur infinie la fit frémir. « Pourquoi ? Parce que j'aimerais te prouver que tu n'es pas brisé, que tu es capable de ressentir, si tu me le permets. » Le cœur d'Éléonore battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Lentement, elle hocha la tête. Bastien leva la main vers son visage, effleurant d'abord sa joue du bout des doigts. Le contact fut comme une décharge électrique qui la fit tressaillir. « Tu sens ça ?» murmura-t-il. Elle hocha la tête, incapable de parler. Il caressa doucement le contour de son visage, descendant vers sa nuque. Chaque caresse arrachait de petits frissons à Éléonore, qui découvrait avec stupeur que son corps était encore capable de réagir. « Et ça, oui, » souffla-t-elle. Bastien posa ses mains de chaque côté de son visage, la forçant à le regarder dans les yeux. « Tu n'es pas brisée, Éléonore. Tu es juste endormie. Et moi ? Moi, j'aimerais passer le reste de ma vie à te réveiller. » Leurs visages n'étaient à plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Éléonore pouvait voir les paillettes dorées dans ses yeux gris, sentir la chaleur de son corps tout proche. « Bastien, dis-moi d'arrêter si tu ne veux pas. » Mais elle ne dit rien. Pour la première fois depuis leur mariage, elle avait envie qu'il continue. Envie de découvrir ce que cachaient ces sensations nouvelles qui naissaient dans son ventre. Bastien se pencha lentement vers elle, lui laissant tout le temps de reculer si elle le souhaitait. Mais Éléonore ne bougea pas, hypnotisée par l'intensité de son regard. Quand leurs lèvres se touchèrent enfin, ce fut comme si le monde s'arrêtait. Le baiser fut d'abord hésitant, presque timide, puis plus profond quand Éléonore y répondit instinctivement. Toutes les barrières, toutes les peurs, toute la douleur accumulée semblèrent s'effacer dans cette étreinte. Éléonore découvrait avec émerveillement que son corps savait encore comment désirer, comment répondre aux caresses de celui qu'elle aimait. Car oui, elle l'aimait. Cette révélation la frappa comme un éclair au moment où Bastien approfondit leur baiser. Elle l'avait toujours aimé, même dans les moments les plus sombres, même quand elle voulait le haïr. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. « Alors » murmura Bastien contre ses lèvres. « Toujours convaincu d'être brisé ?» Éléonore sourit, un sourire radieux qui illumina tout son visage. « Non » avoua-t-elle, « je crois que je commence à me réveiller. Tant mieux, » dit-il en la serrant contre lui, « parce que j'ai l'intention de prendre tout mon temps pour te prouver à quel point tu es extraordinaire. » Cette nuit-là, pour la première fois en 4 ans, ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, le cœur léger et plein d'espoir. L'amour, timidement, reprenait ses droits dans leur vie, mais ni l'un ni l'autre ne savait que cette parenthèse enchantée serait bientôt menacée par des forces qu'ils n'avaient pas vues venir. Les 2 semaines qui suivirent leur premier baiser furent les plus heureuses qu'Éléonore ait vécues depuis son mariage. Bastien se comportait comme un amoureux tout neuf. Il lui apportait des fleurs, l'emmenait dans de petits restaurants intimes, l'écoutait parler de sa thèse avec des yeux brillants d'admiration. Ils apprenaient à se redécouvrir, à s'apprivoiser comme 2 adolescents. Ce dimanche matin, ils prenaient leur petit déjeuner au lit, une première dans leur mariage, quand le téléphone sonna. Bastien jeta un coup d'œil à l'écran et son visage se rembrunit. « Ta mère » dit-il en montrant l'appareil à Éléonore. « À 9h du matin, un dimanche ? Il doit y avoir un problème. » Éléonore décrocha, inquiète. « Maman ? Éléonore, ma chérie, comment vas-tu »
La voix de Claire Delaunay était anormalement joyeuse. « Ton père et moi aimerions vous inviter à déjeuner aujourd'hui. Nous avons quelque chose d'important à vous annoncer. » Éléonore échangea un regard avec Bastien, qui avait saisi le caractère urgent de l'appel. « Aujourd'hui? Mais maman, nous avions prévu... » « C'est vraiment important, ma chérie. Disons 13 heures et... » « Éléonore? »« Oui. Assure-toi que Bastien soit présentable. Nous aurons peut-être de la visite. » La communication fut coupée avant qu'Éléonore puisse poser d'autres questions. « Qu'est-ce qu'elle voulait ?» demanda Bastien, en caressant distraitement les cheveux d'Éléonore. « Déjeuner chez eux, avec quelque chose d'important à annoncer et de la visite possible. » Elle se blottit contre lui. « J'ai un mauvais pressentiment. » La demeure des Delaunay dans le 7e arrondissement n'avait pas changé. Imposante, froide, parfaitement ordonnée. Auguste Delaunay les accueillit dans son salon, aux meubles Louis XVI, sa prestance habituelle teintée d'une satisfaction qui mit immédiatement Éléonore mal à l'aise. « Mes enfants, vous êtes radieux tous les deux !» s'exclama Claire en embrassant sa fille. « Le mariage vous réussit décidément. » Éléonore ne put s'empêcher de sourire ironiquement. Si seulement sa mère savait par quelles épreuves ils venèrent de passer. « Alors, ce mystérieux déjeuner ?» demanda Bastien, en s'installant dans le canapé, Éléonore près de lui. Auguste sourit, visiblement ravi de son effet. « Nous avons reçu une proposition tout à fait exceptionnelle. La famille Montclair souhaite s'allier à nous pour un projet immobilier majeur en Provence. » Les Montclair. Bastien fronça les sourcils. « Le groupe hôtelier ?»« Exactement. Et ils ont une fille charmante, Céleste, qui vient de terminer ses études à Londres. Une jeune femme parfaite pour... »« Papa, » interrompit Éléonore, une alarme sonnant dans sa tête. « Parfaite pour quoi ?»« Eh bien pour Bastien, naturellement. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Éléonore sentit le sang se glacer dans ses veines. « Pardon ?» articula-t-elle difficilement. Claire prit le relais, comme si elle annonçait la météo. « Ma chérie, tu dois comprendre. Ton mariage avec Bastien a été, comment dire, décevant en termes de résultats. Pas d'enfants, pas de vraie alliance entre nos entreprises. Maman, laisse-moi finir. Les Montclair proposent une union beaucoup plus avantageuse. Céleste est jeune, fertile, et sa dot permettrait d'étendre considérablement nos affaires. » Bastien se leva brusquement, ses yeux gris étincelants de fureur. « Vous êtes en train de suggérer que je divorce de votre fille pour épouser une inconnue? Ce ne serait pas le premier mariage de convenance qui se terminerait ainsi, » répondit Auguste avec un détachement glacial. « Et puis, soyons honnêtes, vous n'avez jamais eu l'air particulièrement épris l'un de l'autre. » Éléonore se sentit comme si on venait de la gifler. 4 ans de mariage balayés d'un revers de main, comme si elle n'était qu'un objet qu'on pouvait échanger. « Et moi dans tout ça ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. « Je deviens quoi ? Tu trouveras facilement quelqu'un d'autre, ma chérie, » dit Claire avec une désinvolture blessante. « Tu es encore jeune et jolie. Et maintenant que tu as l'expérience du mariage ?»« L'expérience du mariage ?» explosa Éléonore en se levant. « Vous parlez de moi comme d'une marchandise usagée. » « Éléonore, ne sois pas dramatique, » soupira son père. « Nous pensons à ton avenir, à votre avenir à tous les deux. Cette union n'a jamais fonctionné. Comment pouvez-vous dire ça ?» La voix de Bastien était dangereusement calme. « Comment osez-vous prétendre savoir ce qui fonctionne ou non dans notre mariage ?» Auguste ricana. « Allons, Bastien, vous croyez vraiment que nous n'avons pas remarqué? Les chambres séparées, l'absence totale de tendresse en public, le fait qu'Éléonore ait l'air d'un fantôme depuis 4 ans. Chaque mot était un coup de poignard pour Éléonore. Ainsi, même ses parents avaient vu sa souffrance, et ils s'en servaient maintenant contre elle. « Les choses ont changé, » dit fermement Bastien en prenant la main d'Éléonore. « Vraiment ?» Claire haussa un sourcil sceptique. « Depuis quand ?»« Depuis que j'ai appris à voir la femme extraordinaire que j'avais épousée. » Bastien serra la main d'Éléonore, et celle-ci puisa dans ce contact la force de répondre. « Maman, papa, Bastien et moi, nous nous aimons, vraiment. Je sais que vous avez du mal à le croire après ces 4 années difficiles, mais nous avons trouvé notre chemin l'un vers l'autre. Tu nous dis ça maintenant parce que tu as peur de perdre ton mode de vie, » rétorqua Auguste. « Mais sois réaliste, Éléonore. Bastien mérite une épouse qui lui donnera des héritiers. Et qui vous dit que je ne peux pas lui en donner ?» La voix d'Éléonore tremblait de colère. « Ma chérie, après 4 ans de mariage. Après 4 ans de mariage blanc, papa, parce que nous étions trop orgueilleux et trop blessés pour nous avouer nos sentiments. » Le silence qui suivit cette révélation fut pesant. Claire et Auguste échangèrent un regard surpris. « Un mariage blanc ?» répéta Claire. « Tu veux dire que vous n'avez jamais ?»« Jamais », confirma Éléonore, le menton levé avec défi. « Mais ça, c'est en train de changer. »
Bastien la regarda avec une admiration nouvelle. Sa femme se battait pour eux, pour leur amour naissant, avec une force qu'ils ne lui connaissaient pas. « Écoutez-moi bien tous les deux, » dit-il en se tournant vers les parents d'Éléonore. « Éléonore est ma femme, je l'aime et elle m'aime. Nous n'avons aucune intention de divorcer, encore moins pour satisfaire vos ambitions financières. »« Bastien, » dit Auguste d'un ton menaçant, « réfléchissez bien. Les Delaunay ont beaucoup investi dans votre entreprise. Il serait dommage que nos relations se détériorent. Est-ce une menace? C'est un conseil amical. » Éléonore regarda son père avec un dégoût profond. Cet homme était prêt à détruire le bonheur de sa propre fille pour des questions d'argent. « Papa, » dit-elle d'une voix tremblante de rage, « si tu fais quoi que ce soit pour nuire à Bastien ou à notre mariage, tu perdras ta fille, définitivement. »« Éléonore, non maman, j'en ai assez. Assez de vos manipulations, de vos calculs, de votre mépris pour mes sentiments. Bastien et moi, nous partons. Et nous ne reviendrons pas tant que vous n'aurez pas compris que notre amour n'est pas négociable. » Elle se dirigea vers la sortie, Bastien sur ses talons. Sur le seuil, elle se retourna une dernière fois. « Au fait, papa, tu te trompes sur un point. Notre mariage fonctionne parfaitement maintenant. Et quand nous aurons des enfants, ils ne connaîtront leurs grands-parents que si ceux-ci ont appris le respect. » Dans la voiture qui les ramenait chez eux, Éléonore tremblait encore de colère et d'émotion. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je suis désolée de t'avoir impliqué dans ce chaos familial. » Bastien arrêta la voiture sur le bord de la route et prit le visage d'Éléonore entre ses mains. « Tu n'as pas à t'excuser. Tu as été magnifique là-bas. Tu t'es battue pour nous. J'ai eu peur qu'ils arrivent à te convaincre. Jamais, dit-il en l'embrassant tendrement. Plus jamais je ne te laisserai partir, Éléonore. Tu es tout ce qui compte pour moi. » Alors qu'ils rentraient chez eux, main dans la main, ils ne savaient pas encore que cette confrontation avec la famille Delaunay n'était que le début d'une guerre qui mettrait leur amour naissant à rude épreuve. Les représailles ne se firent pas attendre. Dès le lundi matin, Bastien découvrit que les Delaunay avaient mis leurs menaces à exécution. 3 contrats majeurs venèrent d'être annulés, et Auguste avait retiré ses parts dans 2 projets immobiliers cruciaux. L'impact financier était considérable. « Monsieur Morel, » annonça Véronique en entrant dans son bureau le visage grave, « Maître Roussel, votre avocat, souhaite vous voir de toute urgence. » Jean-François Roussel, avocat de la famille Morel depuis 20 ans, ne prit pas de gants. « Bastien, la situation est critique. Auguste Delaunay fait jouer tous ses contacts pour vous isoler. Il répand déjà des rumeurs sur votre prétendue instabilité conjugale, suggérant que vous n'êtes plus un partenaire fiable. » Bastien serra les poings. « Il va jusqu'où? Il laisse entendre que votre épouse pourrait demander la moitié de vos biens dans un divorce imminent. Cela suffit à effrayer les investisseurs. Mais nous ne divorçons pas. Auguste prétend que c'est inéluctable. Que votre mariage n'a jamais été consommé. » Bastien ferma les yeux, accablé. La révélation d'Éléonore, faite dans un élan de sincérité pour défendre leur amour, se retournait maintenant contre eux. « Que me conseillez-vous? Légalement, prouvez que votre mariage est solide, publiquement et intimement. » Éléonore, de son côté, découvrait l'étendue de la colère maternelle. Sa mère avait téléphoné à toutes ses amies, racontant sa version des événements. Éléonore était devenue incontrôlable, manipulée par un mari qui l'empêchait de voir sa famille. Au téléphone avec sa cousine Mathilde, Éléonore tentait de rétablir la vérité. « Mathilde, ce n'est pas ce que tu crois. Bastien et moi, nous nous aimons vraiment maintenant. Éléonore, ta mère dit que tu refuses de voir un médecin, que tu prétends être vierge après 4 ans de mariage ?» La honte envahit Éléonore. Ainsi, même ce détail intime était devenu public. « C'est compliqué, Mathilde. Ma chérie, si ton mari ne t'a jamais touché en 4 ans, c'est qu'il y a un problème. Peut-être que tes parents ont raison, peut-être que ce Bastien... » « Non !» explosa Éléonore. « Bastien m'aime. Nous étions juste perdus. Mais maintenant, nous nous sommes trouvés. » Après avoir raccroché, Éléonore s'effondra sur le canapé du salon. Comment défendre un amour que personne ne croyait possible? Le soir venu, Bastien rentra plus tard que d'habitude, les traits tirés par une journée épuisante. Il trouva Éléonore recroquevillée dans le fauteuil de la bibliothèque, un livre fermé sur ses genoux. « Tu as pleuré ?» constata-t-il en s'agenouillant devant elle. « Ma famille, ils racontent des choses horribles sur nous, sur toi. Mathilde m'a dit que selon eux, tu es... » Elle ne put finir sa phrase. « Quoi ?» demanda-t-il doucement en prenant ses mains dans les siennes. « Que tu n'es pas au normal, qu'un homme normal n'attendrait pas 4 ans pour... » Bastien ferma les yeux, blessé. « Et toi, tu le crois? » « Bien sûr que non. Mais Bastien, ils détruisent ta réputation. Ils disent grâce que notre mariage est une mascarade,
que tu n'es pas fiable. Je sais, j'ai perdu 3 contrats aujourd'hui. Éléonore se leva brusquement. C'est ma faute. Si je n'avais pas dit... Non. Bastien se redressa et la prit dans ses bras. Tu as dit la vérité, et je refuse de regretter notre vérité. Mais tes affaires se reconstruiront. Nous nous reconstruirons. Ensemble. Éléonore leva les yeux vers lui, et dans ce regard, Bastien lut toute la peur et la vulnérabilité qu'elle tentait de cacher. Et s'ils avaient raison, murmura-t-elle. Et si nous étions vraiment anormaux, inadaptés? Éléonore. 4 ans, Bastien. 4 ans sans nous toucher. Peut-être qu'effectivement il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. La détresse dans sa voix lui brisa le cœur. Il posa ses mains de chaque côté de son visage, la forçant à le regarder. Il n'y a rien d'anormal à avoir eu peur, rien d'anormal à avoir pris notre temps, rien d'anormal à vouloir construire d'abord une vraie relation. Mais les autres couples ne sont pas nous. Notre histoire est unique, Éléonore. Elle nous appartient. Des larmes coulaient maintenant sur les joues d'Éléonore. J'ai l'impression qu'ils vont réussir à nous détruire, qu'ils vont nous séparer. Jamais, dit-il fermement. Tu m'entends? Jamais. Parce que ce que nous avons maintenant, ce que nous construisons ensemble, c'est plus fort que leur manipulation. Il l'embrassa alors, d'abord doucement, puis avec plus de passion, comme pour chasser tous les doutes, toutes les peurs que les maux de leurs familles avaient semées. Quand ils se séparèrent, Éléonore posa sa tête contre son torse. « Bastien, j'ai envie d'être vraiment ta femme, complètement, pour nous, mais aussi pour leur prouver qu'ils se trompent. » Il la serra plus fort contre lui, ému par sa détermination. « Pas pour eux, Éléonore. Si cela arrive, que ce soit seulement pour nous, parce que nous le voulons, nous le désirons. Je le veux, je te veux, toi. » Cette nuit-là, pour la première fois, ils montèrent dans leur chambre main dans la main, non plus comme 2 étrangers partageant un lit, mais comme 2 êtres qui s'aimaient et avaient enfin trouvé le courage de se l'avouer. Mais au moment où Bastien fermait la porte de leur chambre, son téléphone sonna. Le nom qui s'affichait le fit pâlir. Auguste Delaunay. « Ne réponds pas, » murmura Éléonore. Mais Bastien décrocha, pressentant que cette conversation changerait tout. « Morel. Bastien, mon garçon, j'espère que vous avez réfléchi à notre conversation d'hier. Il n'y a rien à réfléchir, Auguste. Vraiment? Même après avoir perdu 3 contrats? Ce n'est que le début, vous savez. J'ai encore beaucoup d'influence dans ce milieu. » Éléonore, qui entendait la conversation, sentit la colère monter en elle. « Que voulez-vous exactement ?» demanda Bastien. « Que vous soyez raisonnable, divorcez d'Éléonore, épousez Céleste Monclerc, et tout redeviendra comme avant. Mieux même. Et si je refuse? Alors je détruirai tout ce que vous avez construit. Votre entreprise, votre réputation, votre avenir. Vous ne pourrez plus rien offrir à ma fille, même si elle restait avec vous. » Éléonore arracha le téléphone des mains de Bastien. « Papa, c'est moi. Éléonore, ma chérie, j'espère que tu as repris tes esprits. Parfaitement. Et j'ai quelque chose à te dire. » Sa voix tremblait de rage contenue. « Tu peux détruire l'entreprise de Bastien, notre réputation, nos finances, mais tu ne détruiras jamais notre amour. Et si tu continues sur cette voie, tu perdras ta fille pour toujours. Éléonore, ne sois pas ridicule. Je ne suis plus la petite fille obéissante que tu pouvais manipuler, papa. Je suis une femme qui aime et qui est aimée. Et cet amour vaut plus que tous tes contrats. » Elle raccrocha et se tourna vers Bastien, qui la regardait avec une admiration infinie. « Tu réalises ce que tu viens de faire ?» demanda-t-il. « Oui, j'ai choisi mon camp, le nôtre. » Cette nuit-là, blottis l'un contre l'autre, ils savaient que la guerre était déclarée, mais ils savaient aussi qu'ils l'affronteraient ensemble et que cela faisait toute la différence. Le lendemain matin, Bastien se réveilla avec la sensation que leur monde s'écroulait autour d'eux. 3 nouveaux partenaires avaient retiré leur confiance durant la nuit, et les journaux économiques commençaient à évoquer la crise Morel. Éléonore, encore endormie contre lui, semblait si fragile dans la lumière dorée de l'aube. Il se leva discrètement pour ne pas la réveiller et descendit dans son bureau. Sur son email l'attendait une dizaine de messages de son conseil d'administration, de plus en plus alarmiste. L'empire qu'il avait mis des années à consolider était en train de s'effriter en quelques jours. Bastien. La voix douce d'Éléonore le fit se retourner. Elle apparut dans l'encadrement de la porte, vêtue seulement de sa chemise de nuit en soie blanche, ses cheveux cascadant sur ses épaules. « Tu es réveillé tôt. Je t'ai senti partir. » Elle s'approcha et lut par-dessus son épaule les emails alarmants. « C'est si grave ?» Bastien ferma l'ordinateur et se tourna vers elle. « Ça va aller. Nous trouverons une solution. Ne me mens pas, dis-moi la vérité. » Il soupira, passant une main lasse dans ses cheveux. « Ton père est en train de réussir. Si ça continue,
L'entreprise ne tiendra pas 6 mois. Éléonore sentit la culpabilité l'envahir. C'est à cause de moi, à cause de ce que j'ai dit. Non, Éléonore, c'est à cause de l'orgueil et de la cupidité de ton père, pas de toi. Elle se dirigea vers la fenêtre, observant Paris qui s'éveillait. Et si nous faisions semblant? Quoi? Et si nous leur donnions ce qu'ils veulent voir, un divorce à l'amiable? Tu pourrais retrouver tes contrats, ton empire. Bastien se leva brusquement, s'approchant d'elle avec une expression horrifiée. Tu ne penses pas sérieusement à... Et pourquoi pas? Ses yeux brillaient de larmes contenues. Au moins, tu ne perdrais pas tout à cause de moi. Éléonore, regarde-moi. Il prit son visage entre ses mains. Et écoute-moi bien. Je préfère perdre l'entreprise plutôt que de te perdre, tu entends? L'argent, l'empire, tout ça peut se reconstruire. Mais toi, je ne pourrai jamais te remplacer. Les larmes coulèrent enfin sur les joues d'Éléonore. Mais tu as travaillé si dur. Pourquoi? Pour qui? Je me suis construit cette vie pour impressionner des gens qui ne m'aiment pas vraiment. Maintenant, j'ai quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Tu es sûr? Plus sûr de ça que de tout le reste. Il l'embrassa alors avec une tendresse infinie, et Éléonore sentit toutes ses résistances fondre. L'après-midi même, ils reçurent à la visite inattendue de Céleste Moncler. La jeune femme de 24 ans était effectivement ravissante, blonde, élégante, avec le sourire confiant de ceux qui n'ont jamais douté de leur pouvoir de séduction. « Monsieur Morel, madame, enfin pour encore quelque temps », dit-elle avec un sourire entendu en s'installant dans le salon. Éléonore sentit une colère froide l'envahir. « Mademoiselle Moncler, que nous vaut cette visite? Je voulais voir par moi-même l'homme que j'épouserai bientôt. » Elle lança un regard appréciateur à Bastien. « Je dois dire que les photos ne vous rendent pas justice. Je crains qu'il y ait un malentendu, » dit Bastien d'un ton glacial. « Je n'ai aucune intention d'épouser qui que ce soit d'autre que ma femme. » Céleste éclata de rire. « Voyons, monsieur Morel, votre attachement à Éléonore est touchant, mais soyons réalistes. Votre entreprise s'effondre, votre réputation est en lambeaux. Que pouvez-vous lui offrir maintenant? » « Son amour, » répondit Éléonore avec fierté. « L'amour ne paie pas les factures, ma chère. Ni les bijoux, ni les voyages, ni cette belle maison. »« Vous croyez vraiment que c'est cela qui m'importe » demanda Éléonore incrédule. « Toutes les femmes disent ça au début, puis la réalité rattrape les sentiments. » Bastien se leva, ses mâchoires serrées. « Mademoiselle Moncler, je vais vous demander de partir, immédiatement. »« Très bien, mais réfléchissez bien, monsieur Morel. Mon père et monsieur Delaunay vous laissent jusqu'à demain pour prendre la bonne décision. Après, elle haussa les épaules avec désinvolture. Il sera trop tard pour sauver quoi que ce soit. » Après son départ, Éléonore et Bastien restèrent silencieux, secoués par cette visite. « Elle a peut-être raison, » murmura finalement Éléonore. « Sur l'argent, la sécurité, tu recommences? Bastien, sois honnête. Que pourras-tu m'offrir si tu perds tout ?» Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Mon cœur, mon âme, ma dévotion absolue, mes matins, mes soirs, mes nuits, mes rires, mes larmes, mes rêves, ma protection, ma tendresse, ma passion. » Chaque mot touchait Éléonore en plein cœur. « Tu veux savoir ce que je peux t'offrir » continua-t-il. « Une vie vraie, pas parfaite, pas luxueuse peut-être, mais vraie. Une vie où tu compteras plus que tout, où tes opinions, tes rêves, tes peurs auront plus d'importance que tous les contrats du monde. » Éléonore le regardait avec des yeux brillants. « Et si je te disais que c'est exactement ce que je veux, alors je te dirais que nous sommes faits l'un pour l'autre. » Cette nuit-là, dans leur chambre, l'atmosphère était différente, plus intense, plus chargée d'émotions. Ils savaient que c'était peut-être leur dernière nuit avant que tout ne s'écroule définitivement. « Bastien, » murmura Éléonore en s'approchant de lui, « cette nuit, j'aimerais que nous... Tu es sûr, plus que jamais. Je veux être complètement tienne. Peu importe ce qui arrive demain. » Il la regarda intensément, cherchant le moindre doute dans ses yeux. Il n'en trouva aucun. « Éléonore, il faut que tu saches, je n'ai jamais... Je veux dire, il y a eu d'autres femmes avant, mais jamais quelqu'un que j'aimais vraiment. Jamais quelqu'un qui comptait. Moi non plus. Il n'y a jamais eu personne d'autre que toi dans mon cœur. » Il s'approcha d'elle lentement, comme s'il s'approchait d'un miracle. Quand ses lèvres touchèrent les siennes, ce fut avec une douceur infinie, presque religieuse. « Je t'aime, Éléonore, plus que ma propre vie. Moi aussi je t'aime, Bastien. Je t'ai toujours aimé, même quand je croyais te haïr. » Cette nuit-là, dans la douceur de leur chambre baignée de lune, Bastien et Éléonore découvrirent enfin ce que signifiait vraiment être mariés. Non pas par contrat ou convenance, mais par amour. Et quand Éléonore lui offrit sa virginité, précieux cadeau gardé pour lui depuis toujours,
Bastien comprit qu'il tenait entre ses bras la femme de sa vie. « Merci », murmura-t-il contre ses cheveux alors qu'elle s'endormait dans ses bras. « De quoi ?»« De m'avoir attendu. De nous avoir attendus. » Éléonore sourit dans l'obscurité. « C'était écrit, Bastien. Nous étions destinés l'un à l'autre. Il nous a juste fallu du temps pour le comprendre. » Au matin, quoi que leur réserve l'avenir, ils savaient qu'ils l'affronteraient unis, enfin complets, enfin vraiment mariés. 6 mois plus tard, le petit appartement du Marais était baigné de la lumière dorée de l'après-midi parisien. Bien différent de l'imposante demeure du 16e arrondissement, ce 2 pièces sous les toits avait quelque chose que l'autre n'avait jamais eu, de l'âme. Des livres d'art éparpillés sur la table basse, des partitions de piano sur le vieux Pleyel que Bastien avait insisté pour récupérer, des photos de leur voyage récent collées sur le réfrigérateur. Éléonore arrangeait des pivoines dans un simple vase en terre cuite quand elle entendit la clé tourner dans la serrure. Un sourire illumina instantanément son visage. « Tu es en avance », dit-elle en se jetant dans les bras de Bastien qui la fit tournoyer dans le salon exigu. « J'avais hâte de retrouver ma femme », murmura-t-il contre ses cheveux avant de l'embrasser tendrement. Éléonore recula légèrement pour l'observer. Ces 6 mois avaient transformé Bastien. Fini les costumes impeccables et les cravates strictes. Aujourd'hui, il portait un jean et une chemise blanche ouverte au col, ses cheveux légèrement ébouriffés par le vent. Il avait l'air plus jeune, plus libre, infiniment plus heureux. « Comment s'est passé ton rendez-vous avec l'architecte » demanda-t-elle en préparant du thé dans leur minuscule cuisine. Les yeux de Bastien s'illuminèrent. « Fantastique. Le projet de rénovation du quartier populaire est accepté. Nous commençons les travaux dans 2 mois. » Après avoir tout perdu, l'entreprise familiale rachetée par un concurrent, la fortune évaporée, la demeure vendue aux enchères, Bastien avait enfin pu réaliser son rêve de jeunesse. Il était devenu architecte, spécialisé dans la rénovation de logements sociaux. L'ironie voulait qu'il soit aujourd'hui plus épanoui avec ce modeste salaire qu'il ne l'avait jamais été à la tête de son empire. « Je suis si fier de toi », dit Éléonore en posant sa tête contre son épaule. « Tu construis vraiment des maisons maintenant, pas des fortunes. » « Et toi, comment va ma future docteure S. Michel-Ange » Éléonore rayonna. « Professeur Dubois pense que je pourrais soutenir ma thèse l'année prochaine. » Et elle marqua une pause, ses joues rosissant légèrement. « J'ai quelque chose à te dire. »« Quoi » demanda Bastien, intrigué par son air mystérieux. « L'université de Florence m'a proposé un poste de chargé de cours, 6 mois en Italie pour enseigner l'art de la Renaissance. » Éléonore, c'est merveilleux. Il la serra contre lui. « Tu dis oui, évidemment. Seulement si tu viens avec moi. »« En Italie ?» Bastien sourit. « Tu crois qu'ils ont besoin d'architectes à Florence ? Je crois qu'ils ont surtout besoin de l'homme que j'aime. » Leur baiser fut interrompu par la sonnerie du téléphone. Éléonore jeta un coup d'œil à l'écran et fronça les sourcils. Laurent Dubois. Il n'appelle jamais à cette heure. Éléonore, la voix de son directeur de thèse semblait agitée. « Allumez France Info, vite !» Bastien alluma leur petite télévision et ils restèrent figés devant l'écran. Le visage d'Auguste Delaunay apparaissait dans un reportage sur la corruption dans l'immobilier parisien. L'homme d'affaires Auguste Delaunay a été arrêté ce matin dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent et corruption. Selon nos sources, il aurait détourné plusieurs millions d'euros destinés au logement social. Éléonore porta la main à sa bouche, sous le choc. Bastien l'entoura de ses bras protecteurs. Je savais qu'il n'était pas honnête, mais à ce point... « Chut !» murmura Bastien. « Ce n'est plus notre problème. » Ils regardèrent en silence le reportage qui révélait l'étendue des malversations. Auguste avait utilisé des prête-noms, manipulé des appels d'offres, détourné des fonds publics. L'empire Delaunay s'écroulait dans un scandale retentissant. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Claire Delaunay. « Éléonore, ma chérie, la voix de sa mère était brisée. Tu as vu les informations ? » « Oui, maman. Ton père, il l'emmène. Ils ont saisi tous nos biens. Je ne sais pas quoi faire. » Éléonore regarda Bastien qui hocha la tête avec compréhension. « Maman, tu peux venir ici. Nous avons un canapé-lit. Mais, après ce que nous vous avons fait, comment peux-tu... » « Parce que tu restes ma mère, et parce que j'ai appris ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel. » 1 heure plus tard, Claire Delaunay apparut sur leur seuil, vieillie de 10 ans, ses vêtements Chanel froissés, son maquillage coulé par les larmes. Cette femme jadis si fière et arrogante semblait brisée. « Je suis désolé », furent ses premiers mots en apercevant Bastien. « Je suis tellement désolé pour tout. » Bastien la prit dans ses bras avec une générosité qui émut Éléonore aux larmes. « C'est le passé, Claire. Nous regardons vers l'avenir maintenant. » Le soir venu, après avoir installé sa mère dans le petit salon transformé en chambre d'appoint,
Éléonore et Bastien se retrouvèrent sur le minuscule balcon qui donnait sur les toits de Paris. « Tu ne regrettes rien ?» demanda-t-elle en se blottissant contre lui dans la fraîcheur du soir. « Rien du tout. Et toi ?»« Au contraire. » Elle leva les yeux vers les étoiles. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse ? Dis-moi. C'est que nous avons choisi cet amour. Nous aurions pu céder, divorcer, prendre la solution de facilité. Mais nous avons choisi de nous battre. » Bastien caressa ses cheveux qui dansaient dans la brise nocturne. « Et regarde où ça nous a menés. Je n'ai jamais été aussi heureux. Même sans l'argent, sans l'empire, sans la reconnaissance sociale, surtout sans tout ça. » Il la fit se retourner pour la regarder dans les yeux. « Éléonore, avec toi dans ce petit appartement, je me sens plus riche que quand je possédais des millions. Et si on nous avait dit il y a 1 an que nous finirions ainsi, je ne t'aurais pas cru. J'étais tellement aveuglé par ce que je croyais important. » Éléonore posa sa tête sur son épaule. « Merci de m'avoir appris à me battre pour nous. Merci de m'avoir appris ce qu'était l'amour véritable. » 3 ans plus tard, dans leur petit appartement florentin avec vue sur l'Arno, Éléonore corrigeait des copies d'étudiants pendant que Bastien préparait des plans pour la restauration d'un palazzo du XVe siècle. Sur le piano, une photo les montrait le jour de la soutenance de thèse d'Éléonore. Elle en robe doctorale, lui en costume simple mais élégant, tous deux rayonnant de fierté. Claire, qui vivait maintenant à Rome, où elle donnait des cours de français, leur rendait visite chaque week-end. Elle avait appris à aimer ce gendre qu'elle avait voulu chasser, admirant l'homme généreux qui avait pardonné et reconstruit. « Bastien !» appela Éléonore depuis la cuisine. « Tu peux venir 1 minute ?» Il la trouva devant l'évier, tenant dans ses mains un test de grossesse. « Éléonore ?» Elle leva vers lui des yeux brillants de larmes de joie. « Nous allons avoir un bébé. » Bastien la prit dans ses bras et la fit tournoyer, leur rire résonnant dans le petit appartement ensoleillé. « Je t'aime » murmura-t-il en posant une main sur son ventre encore plat. « Nous t'aimons aussi » répondit-elle en souriant. Plus tard ce soir-là, alors qu'ils regardèrent le coucher de soleil depuis leur terrasse dominant Florence, Éléonore repensa à cette femme fantôme qu'elle avait été, invisible dans sa prison dorée. Aujourd'hui, dans ce modeste appartement italien, entourée de l'amour de son mari et portant leur enfant, elle se sentait enfin vivante. « À quoi penses-tu » demanda Bastien en remarquant son air rêveur. « À nous, à notre histoire, aux gens qui disaient qu'un amour né d'un mariage arrangé ne pouvait pas être réel. Et qu'est-ce que tu leur dirais maintenant ?» Éléonore sourit, posant sa main sur celle de Bastien. « Que l'amour véritable ne naît pas toujours au premier regard. Parfois, il grandit lentement, dans la patience, dans l'épreuve, dans le choix quotidien de l'autre. Parfois, il faut perdre tout ce qu'on croyait important pour découvrir ce qu'il est vraiment. Et qu'est-ce qui est vraiment important ? Ça, dit-elle en désignant leurs mains entrelacées, nous, cette promesse de nous choisir chaque jour, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la joie comme dans l'épreuve. » Bastien l'embrassa tendrement, goûtant sur ses lèvres le sel des larmes heureuses. Pour toujours, pour toujours. Et dans la lumière dorée de Florence, devant l'Arno qui coulait paisiblement vers l'éternité, Bastien et Éléonore Morel savaient que leur amour, né dans le silence et la douleur, fortifié dans l'épreuve et la perte, triompherait de tout. Car ils avaient appris la plus belle des leçons. L'amour véritable ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce qu'on est prêt à sacrifier l'un pour l'autre. Il était une fois un milliardaire qui ne savait pas aimer, et une femme qui avait oublié comment être aimée. Ensemble, ils apprirent que la plus grande richesse du monde tient dans 2 mots. « Je t'aime » Florence, Italie. Printemps 2035. Le jardin de la villa des Morel sur les collines toscanes résonnait des rires cristallins d'enfants. Éléonore, assise sous la pergola couverte de glycine mauve, observait avec tendresse ses 3 enfants jouer dans l'herbe tendre du printemps. Margot, 9 ans, lisait un livre d'art pour enfants à l'ombre d'un olivier centenaire. Les jumeaux, Gabriel et Mathéo, 6 ans, construisaient un château de sable près de la fontaine en pierre. « Maman, papa arrive !» cria Margot en pointant vers l'allée de cyprès. Éléonore leva les yeux et sourit en voyant Bastien remonter le chemin, sa sacoche d'architecte à l'épaule, les cheveux légèrement grisonnants aux tempes, mais le sourire toujours aussi lumineux. À 42 ans, il avait cette élégance naturelle de l'homme accompli et heureux. « Mes amours !» s'exclama-t-il en ouvrant les bras. Les jumeaux se précipitèrent vers lui, couvrant son costume de poussière et d'herbe. Il les souleva tous les deux, arrachant des éclats de rire joyeux. « Doucement avec papa !» dit Éléonore en s'approchant. « Il revient de Paris. Il doit être fatigué. » Bastien posa les garçons et prit sa femme dans ses bras, la faisant tournoyer comme au premier jour. « Jamais trop fatigué pour ma famille.
murmura-t-il avant de l'embrasser sous les regards amusés des enfants. « Burke !» s'écrièrent en chœur Gabriel et Matteo, provoquant l'hilarité générale. Le soir venu, après avoir couché les enfants, Éléonore et Bastien se retrouvèrent sur leur terrasse qui dominait la vallée de l'Arno. La ville de Florence scintillait dans le lointain comme un écrin de bijoux. « Alors, ce voyage à Paris ?» demanda Éléonore en se blottissant contre lui sur la balancelle en bois. « Extraordinaire. Le projet de reconstruction du quartier populaire de Belleville est accepté. 150 logements sociaux avec espaces verts et crèches intégrées. Mon mari l'architecte humaniste, dit-elle avec fierté. Tu sais que les journaux français parlent de toi comme du Morel de la Renaissance ?» Bastien rit doucement. Ironique, non? J'ai dû tout perdre pour enfin me trouver. Éléonore caressa sa main, observant l'alliance simple qu'ils avaient échangée lors de leur vrai mariage, 3 ans après leur première cérémonie arrangée. Cette fois, c'était eux qui avaient écrit leurs vœux, eux qui avaient choisi les invités, eux qui avaient célébré leur amour librement. « J'ai une surprise pour toi, dit-elle mystérieusement. « Ah oui? Laquelle ?» Le Louvre m'a proposé d'organiser une exposition sur Michel-Ange l'année prochaine, 6 mois à Paris. « Éléonore, c'est fantastique. Tu vas accepter? Seulement si tu viens avec moi, avec nous. » Bastien sourit. « Les enfants adoreraient découvrir Paris. Et moi, j'avoue que l'idée de te voir briller dans ton domaine me remplit de fierté. Tu sais ce que j'aime le plus chez nous maintenant ?» demanda Éléonore en levant les yeux vers les étoiles. « Dis-moi, c'est que nous nous soutenons dans nos rêves. Tu ne m'empêches pas de voler. Et moi, je ne t'empêche pas de construire tes châteaux. »« Nos châteaux, » corrigea-t-il. « Tout ce que je construis, c'est pour nous. » Un silence paisible s'installa, ponctué par le chant des grillons et le murmure de la fontaine dans le jardin. « Bastien, tu te souviens de notre première vraie conversation, quand tu m'as dit que tu voulais apprendre à aimer? Comment l'oublier? C'était le début de notre vraie histoire. Et aujourd'hui, tu as appris ?» Bastien se tourna vers elle, plongeant ses yeux gris dans les siens. « Chaque jour, je découvre une nouvelle façon de t'aimer. Quand je te vois enseigner aux étudiants, quand tu racontes des histoires aux enfants, quand tu consoles Margot après un cauchemar, quand tu ris aux bêtises des jumeaux. Et moi, j'ai appris que l'amour ne se mérite pas, ne se gagne pas, ne s'achète pas. Il se donne, librement, généreusement, sans condition, sans peur. » Ils restèrent ainsi longtemps, bercés par la douceur de la nuit toscane. Dans le lointain, le clocher de Florence sonna minuit. « Éléonore? Oui? Si tu avais une machine à remonter le temps, changerais-tu quelque chose à notre histoire ?» Elle réfléchit un instant, repensant à ces 4 années de silence, à la douleur, aux larmes, aux incompréhensions. « Non, » dit-elle finalement, « même la souffrance, même les erreurs, parce que sans elles, nous ne serions pas qui nous sommes aujourd'hui, des survivants, des amoureux. Pour toujours, pour l'éternité. » Le lendemain matin, Éléonore trouva Bastien dans son bureau, dessinant les plans d'une nouvelle maison. Mais ce n'était pas un projet professionnel. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle en s'approchant. « Je dessine notre prochaine maison, en France, avec un grand jardin pour les enfants, un atelier pour tes recherches et un piano dans le salon principal. Notre prochaine maison? Si nous devons passer 6 mois par an à Paris pour ton exposition, autant avoir notre chez nous là-bas aussi. » Éléonore regarda le plan ébauché. Une demeure chaleureuse, ni trop grande, ni trop petite, avec de larges fenêtres et des espaces de vie conviviaux. « Elle me plaît déjà, dit-elle en embrassant sa tempe. Nos enfants grandiront entre Florence et Paris. Ils seront des citoyens du monde. Avec une maman historienne de l'art et un papa architecte, ils n'auront pas le choix d'aimer la beauté. Et l'amour, ajouta Éléonore. Surtout l'amour. » Ce soir-là, comme chaque soir depuis 10 ans, ils s'endormirent enlacés, les mains entrelacées, les cœurs apaisés. 3 enfants dormaient paisiblement dans leur chambre, bercés par l'amour de leurs parents. Dans le tiroir de la table de nuit d'Éléonore, une lettre de sa mère, remariée à un gentil professeur de littérature, leur annonçait sa visite pour Pâques. Auguste Delaunay était sorti de prison l'année précédente, homme brisé et repentant. Il avait écrit à sa fille pour demander pardon sans oser espérer de réponse. Éléonore lui avait envoyé une photo de ses petits-enfants avec ces mots « La porte est ouverte quand vous serez prêts à entrer sans vos masques. » Car c'était cela la leçon de leur histoire. L'amour véritable ne pouvait naître que dans la vérité, grandir que dans l'authenticité et triompher que dans le pardon. Bastien et Éléonore Morel avaient appris que les plus belles histoires d'amour ne commencent pas toujours par « ils se rencontrèrent et s'aimèrent », mais parfois par « ils se trouvèrent, se perdirent, se retrouvèrent
et choisirent de s'aimer. Et dans leur villa toscane baignée par la lune, entourés de leurs enfants et de leurs rêves réalisés, ils savaient que leur conte de fées était d'autant plus beau qu'il avait été conquis, non offert. L'amour le plus fort n'est pas celui qui tombe du ciel, mais celui qui se construit pierre par pierre, jour après jour, dans les épreuves comme dans la joie. Et ils vécurent heureux, parce qu'ils avaient appris à mériter leur bonheur. Fin dans les collines de Toscane, où Michel-Ange sculpta autrefois ses plus belles œuvres, Bastien et Éléonore continuent d'écrire leurs chefs-d'œuvre, une famille unie par l'amour véritable, celui qui transforme les cœurs et transcende le temps. Et vous, croyez-vous qu'un véritable amour puisse naître d'un mariage arrangé? Bastien et Éléonore ont vécu 4 ans comme des étrangers, dans un mariage sans amour, jusqu'à découvrir qu'ils étaient destinés l'un à l'autre. Ils ont prouvé que parfois l'amour le plus fort n'est pas celui qui surgit au premier regard, mais celui qui se construit à travers les difficultés, le pardon et le courage de se montrer vulnérable. Selon vous, l'amour peut-il vraiment fleurir même quand tout semble perdu? Feriez-vous comme Éléonore et vous battriez-vous pour un mariage qui semblait sans espoir? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.